En 1664, la réputation de Molière n'est plus à faire. Il mange dans la main du roi, qui goûte fort ses comédies. Pourtant, quand la censure des dévots frappe son Tartuffe, il craint pour sa pièce. Si elle n'est pas jouée, elle n'est pas vue, se dit Poquelin. Pas vue, pas lue. Et une pièce qui n'est pas vue, c'est une pièce qui n'a pas de vue, pour parler avec des mots contemporains. Molière n'avait plus vraiment raison de craindre autre chose que la mort physique. Son œuvre lui survivrait, même si aucun manuscrit de la main de Molière ne nous est parvenu. Internet ne perdra pas mes livres, mais faire remonter à la surface et tenir à flot le temps de quelques vues chacune de mes pièces ou bouts de roman est un combat que Molière n'a connu qu'à ses débuts. Mais qu'importe, je joue pour toi à guichet ouvert Internet, et c'est gratuit pour toi, lecteur. LP aurait été déçue qu'il n'aille pas à Barcelone. D'abord, elle avait déjà passé tant de temps devant, pour ne pas dire dans, les flots d'images de la capitale catalane, brassés par l'Internet chinois, que si Emma et Guérand n'y étaient pas allés, elle aurait eu l'impression d'un rendez-vous manqué, d'une espèce de lapin posé par la réalité palpable au monde constitué par les images de la réalité. Ensuite, elle se dispensa de leur expliquer comment ou par l'intermédiaire de qui, un réseau de bonnes adresses uniquement accessible aux Chinois, mais elle leur avait trouvé une chambre dans le quartier gothique, et pas une chambre de bonne, mais une bonne chambre, qu'il eût été dommage de ne pas occuper ne fût-ce que quelques jours. Il faut croire qu'à force de déambuler dans le dédale d'informations sur Barcelone, elle avait débouché à l'endroit, idéalement situé, où elle souhaitait qu'ils se reposent de leur propre déambulation, qui serait forcément plus physique que les siennes, dans le quartier gothique et les quartiers y attenants par l'intermédiaire de la Rambla, cette longue rue bordée d'arbres dont Federico Garcia Lorca, le poète, souhaitait ne jamais voir la fin, et qu'elle, LP, avait vu et revu, sous tous les angles et coutures, du monument à Christophe Colomb, au sud, jusqu'au Port-Vel, ou Vieux-Port, en front de mer, au nord. Gothique présageait l'étroitesse de rues pavées reliant entre eux des bâtiments aux fenêtres de pierre ouvragées, aux balcons prêts à se toucher et absolument à préserver. Mais c'est le mot « piétonnier » qui sonna le glas du mince espoir qu'avait encore V de pouvoir veiller au pied de l'immeuble où passerait leur nuit, qu'il espérait courte, ses protégés. Au moins Guérand le laissa-t-il avec une adresse. Maigre consolation, mais consolation tout de même pour V, à l'heure où, malgré l'obligation pour tout bâtiment d'avoir un numéro et un nom de rue, il y avait encore, surtout dans les petites communes de moins de 500 âmes, des endroits que son GPS ne pouvait localiser, et qui semblaient donc ne pas exister pour lui. En se penchant un peu dangereusement à la fenêtre de leur chambre, ce qui aurait rendu celle-ci moins attractive aux yeux de LP si elle avait su qu'on pouvait s'y risquer à ce genre de jeu, ils voyaient presque la place Aréal, la place royale. Au lieu, ils allaient la prendre, de la vie nocturne barcelonaise, où, en attendant que l'appétit vienne et que la nuit tombe, ils allèrent s'asseoir au soleil d'un premier après-midi touchant à sa fin. Emma trouva politiquement très instructif que les enfants de citadins se disant, sinon individuellement, du moins collectivement, envahis par les étrangers, l'accueillaient, elle, la chinoise, dans leur cercle, sans chichi ni manière. L'approche et les présentations sont vite faites, lorsque chacun possède un téléphone qui ne connaît ni les réserves, ni l'embarras, ni les ennuis de langue qui ne correspondent pas. À moins d'un certain nombre de pas, la reconnaissance automatiquement s'opère, et le lien, virtuellement du moins, se crée. Sans doute Emma avait-elle fini par croire un peu elle-même à cette histoire d'ambassade qu'elle avait inventée pour apaiser V,
car elle se fit un devoir de dire à ses nouveaux contacts qu'elle appellerait bientôt amie, qu'elle venait de Chine, mieux, qu'elle était chinoise. D'emblée, ils l'étonnèrent, les jeunes Catalans connectés et libres d'école dès le milieu de l'après-midi, par l'envoi de photos tendant à prouver que l'architecte chéri de Barcelone, Antoni Gaudí, l'architecte sans l'imagination de qui Barcelone ne serait pas Barcelone, avait manifestement été influencé par l'art chinois. C'était leur cadeau de bienvenue, en quelque sorte, leur façon de dire que c'était bien qu'elle fût chinoise, puisque la Chine, à travers ce qu'elle faisait de beau, était depuis le début inclus par des Catalans comme Gaudí dans le projet. Avec leur bonne tête, leurs bons sentiments, ils eurent au fait d'effacer de l'esprit d'Emma que leurs parents puissent être de convaincus, comment disait-on encore, xénophobes. L'autre chose qu'ils firent pour mettre sa cénité complètement à l'aise dans cet environnement que V, avec des photos également glanées sur le réseau global, avait tenté de peindre sous un autre jour, ce fut de lui parler des avies chineses, les grand-mères chinoises, qui tous les soirs vers 19h, en un coin, pour ne pas gêner, de l'élégante esplanade, dansaient en groupe sur de la pop chinoise. Improvisant quelques pas d'une danse qu'interrompit la pensée non qu'elle pût se donner en spectacle, mais qu'elle n'avait pas vu en Grèce ou en Italie de semblables manifestations de la vitalité de la diaspora chinoise, Emma s'écria qu'il n'était pas jusqu'à Barcelone qui n'eût ces guangchangwu, danses de place. Tout en se disant qu'il devait probablement y avoir autant, sinon plus, de vieilles chinoises dansant le soir dans les parcs et sur les places de Grèce et d'Italie, et qu'elle avait dû passer à côté, par distraction ou par manque de chance, elle expliqua que tout endroit public en Chine pouvait se transformer en un clin d'œil en un club de danse à ciel ouvert pour vieilles dames retraitées. Un parking de supermarché, un parc, le parvis d'un temple faisait l'affaire, même si les places restaient les endroits les plus indiqués pour ce genre de manifestation du besoin du troisième âge de se rassembler et de bouger sans mettre à mal l'ordre public. Leur musique, faisant vibrer une petite enceinte sur roulette que l'une des mémés, toujours la première arrivée, toujours la dernière à s'en aller, poussait devant elle comme un caddie, n'avait pas les mêmes égards pour les oreilles des passants, ou de ceux dont les fenêtres donnaient sur la place, commenta l'un des jeunes Catalans. Et de constater que les gens du quartier, puisqu'ils ne protestaient pas, étaient contents du changement, dans la mesure où la place, avant qu'elle ne soit reconquise par les innocentes danseuses d'Extrême-Orient, était, comme tant d'autres, tombée sous la coupe des vendeurs de drogue et autres manieurs de couteaux. Dans le petit groupe où Emma avait maintenant droit de citer, on s'entendit pour considérer que les danseuses chinoises n'étaient pour rien dans la pacification de la place Aréale, que tout le crédit en revenait à la campagne de fermeté contre les éléments les moins sociables, quelques centaines d'individus tout au plus, qui prenaient plaisir à faire chanter la population. Ce n'était pas aux accents de la musique chinoise qu'elle avait dansé avant de prendre définitivement ses jambes à son cou, la racaille, assura le garçon, appuyé à un des arbres ombrageant la place, mais sous une pluie répétée de coups de bâton. Dans la vidéo, qu'il offrit à l'appui de ses dires et qu'il avait lui-même filmé, une foule de gens, quelques-uns en uniforme de pompiers, de policiers ou d'employés de la voirie, encerclaient une bande d'encagoulés en chantant « Fora, fora la delinquencia de nuestra plaza »« Du vent les délinquants ». Pas de coups de bâton à proprement parler, pas plus d'ailleurs que de Chinois en civil, dans cette courte séquence où l'on apercevait, au centre de la place où s'étaient retranchés les individus à chasser, les deux lampadaires de Gaudí, flanquant la fontaine des Trois-Grâces. Bien qu'acceptant l'idée que seule la force puisse, à un certain moment, remettre de l'ordre dans le désordre causé par quelques violents, Emma protesta que l'esprit qui animait les danseuses chinoises n'était pas fort différent au bout du compte de celui auquel devait être attribuée la normalisation de la vie des quartiers. Il y avait eu, dit-elle, un rassemblement de volonté déterminée à ne plus s'écrouler devant ce qui n'était pas bon pour la communauté, suivi de près par un mouvement destiné à promouvoir tout ce qui était à même de lui faire du bien. Pressée par son entourage de s'expliquer, Emma tenta d'aller au fond de sa pensée, tandis que les pigeons se rapprochaient d'elle,
pour picorer les généreuses miettes tombant de la galeta de canela, biscuit à la cannelle, dans laquelle elle creusait à pleines dents. Une jolie Barcelonaise, Aina, la lui avait offerte en déclarant que sa grand-mère ne dansait pas sur les places le soir, mais que ses biscuits valaient certainement le déplacement. L'énorme biscuit doré tenu en suspens à hauteur de son visage, Emma attaqua son explication avec l'intention de frapper l'esprit de ses nouveaux amis. Pour ce faire, elle s'exprima en chinois, comprenant que cette musique d'Extrême-Orient en imposerait aux oreilles de son jeune auditoire, pendant que les écrans, dispensant la traduction instantanée en catalan, capteraient leurs yeux. Les petites vieilles qui prenaient la place d'assaut tous les soirs à cette heure tapante ne faisaient pas profession de bonté, assura-t-elle. Elles savaient qu'elles cassaient doucement les oreilles à bon nombre de gens. Seulement voilà, il y avait cette jolie place, qui jusqu'il y a peu était le lieu d'une guerre civile, et qui sans elle serait laissée aux pigeons et aux passants, par peur d'en faire quelque chose de vivant. Donc, elle la prenait. Il s'agirait d'un coup d'État si leur intention était de ne la rendre pas. Elle ne se comporterait pas autrement alors que les voyous qui, une fois implantés, défendent à coups de couteau leur territoire. Leur seule arme était leur sourire et leur désarmant besoin de faire danser leur soirée. C'était, à bien y regarder, une petite dictature de la vieillesse active qu'elles imposaient pendant une petite heure tous les jours. Ce faisant, cependant, elles montraient aux autres citadins qu'ils avaient tout autant le droit qu'elles d'exploiter la place à leur manière, puisqu'elle était à tout le monde, pourvu que par leurs activités, ils ne contribuent pas à ce qu'elle devienne la propriété prolongée, voire permanente, de quelques-uns. Celui qui prenait tout ou partie de la place pour son usage devait en faire quelque chose de positif pour le peuple, ce qui était le cas des danseuses de place, n'en déplaise aux grincheux, puisqu'elles créaient une atmosphère festive, qu'il n'était pas besoin d'être chinois, ni même chinoise, pour se joindre à leur danse, et que celle-ci était tout le contraire d'un acte destructeur. Lorsqu'une autre fille du groupe suggéra que le mot « dictature », qu'elle pointa d'un ongle extrêmement long et bombé sur son écran dans la traduction automatique en catalan, était probablement trop fort, Emma protesta que c'était bien de dictature qu'il était question, en ce sens que l'attitude des danseuses était tout à fait à rapprocher de l'expression « dictature du prolétariat ». C'étaient d'humbles femmes, majoritairement, que ces danseuses de place publique, les dames de la haute société chinoise répugnant à se mêler à ces festivités d'en bas, et c'est en représentantes du peuple, de ses aspirations à des joies simples, à des plaisirs ordinaires, qu'elles exerçaient le pouvoir de se rassembler. Imposant leur musique, un peu criarde, il est vrai, mais idéale pour le genre de défoulement qu'elles recherchaient, puis disparaissant de la scène avec autant de simplicité qu'elles l'avaient occupée, elles avaient trouvé un équilibre entre liberté et auto-empêchement. « N'est-ce pas que nous avons là une belle leçon de démocratie ?» conclut Emma, qui, avant d'engloutir le dernier morceau de son biscuit, se tourna vers Aina pour inviter la grand-mère de celle-ci à laisser ses fourneaux un soir et, si le cœur l'en disait, à venir danser sur la place, elle aussi. Plus les Catalanes se joindraient à la ronde des Chinoises, plus elles apporteraient de l'eau au moulin du grand partage du bien commun, plus harmonieusement tournerait le monde autour de l'idée que le plus grand nombre doit avoir raison. Il y eut en ce point de petits rires et des « fortiches la chinoise » pour tourner la page sur cette conversation. Dans le petit cercle qui, pour bouger un peu, se déforma, mais sans se décomposer encore, comme il le ferait bientôt à l'approche du dîner, tous, Emma y compris, avaient le cœur à la danse, les pieds et les mains étant rarement immobiles, malgré la relative fixité imposée au visage par les petits écrans. Les écrans qui, à la moindre miette de commentaire, au moindre fragment musical résonnant soudain, étaient agités comme en d'autres temps des éventails ou des mouchoirs. De peur d'être la dernière dès le premier jour à partir, Emma fut la première à briser le cercle de jeunes gens. Elle reviendrait le soir, déclara-t-elle en souriant. Elle danserait sûrement, et surtout espérait les voir, eux, les Catalans, danser sans honte ni retenue à ses côtés, au milieu des Chinoises. Surpris par l'invitation, ils partirent d'un éclat de rire qui, plus que les pas d'Emma, fit s'envoler les pigeons. Tous ne viendraient pas physiquement. N'importe, ce soir-là donnerait un nouveau rythme au grand tour d'Emma et par extension à celui de Guérand.
À la terrasse d'un café, aux tables dispersées sous le large portique, Guérand, avec beaucoup d'attention d'abord, observa la scène, avant de partir lentement, par degrés, dans une de ces réflexions qui, sans pour autant obliger à fermer les yeux, ont pour effet de retourner le regard vers le centre de cette place qui occupe le centre de chaque être, et où les événements, ainsi que les personnes qui importent le plus à celui-ci, reviennent si souvent se promener. Sur cette place, certains l'appellent psyché, où l'on promène ses pensées matérialisées comme on promène un cheval, les jeunes Catalans avaient disparu, mais Emma était encore présente, et sa mère l'avait rejointe. Mère et fille parlaient espagnol, catalan peut-être. Guérand n'eut pas le loisir de décider lequel, ni encore moins celui de comprendre. Comme un pigeon ne s'éloignant que pour revenir au plus vite, s'emparer d'une autre pépite tombée du biscuit d'Emma, la pensée de Guérand eut à peine le temps de s'éloigner de la place réelle, la place royale, qu'elle fut rappelée par la crainte que sa fille pût avoir faim, puisqu'aussi bien le biscuit qu'une jeune serveuse lui avait apporté il y a un moment déjà, avec un café noir, et qu'il avait laissé fondre sur sa langue pour atténuer l'amertume du breuvage, lui avait ouvert l'appétit. Il dut chercher Emma du regard, car elle n'était plus là où son attention l'avait laissée, mais lui envoyer un texto, étape qui, selon le règlement non écrit, devait toujours, sauf circonstances graves, précéder un appel, il n'en eut pas l'occasion, car entre ses tapotements de clavier et ses coups d'œil ennuyés de ne pas la trouver, il la repéra, qui franchissait d'un grand bond la limite entre le soleil de la place et l'ombre qui projetait les arcades. Lorsqu'elle se retrouva sous la galerie couverte, de celles qui, disait un voyageur, permettent de se promener à travers toute une ville d'Espagne sans presque sortir de l'ombre, elle fut saisie par la fraîcheur qui y régnait. La légèreté avec laquelle elle franchit la distance qui la séparait de Guérand contrastait intérieurement avec le fait que l'activité qu'elle allait lui proposer pour la soirée avait été beaucoup tournée en dérision par lui à une certaine époque. Étonnamment, ce qu'il avait d'abord considéré en Chine comme une nuisance sonore insupportable, avant, il est vrai, de revoir quelque peu ses positions sur la question, lui parut d'emblée avoir pleinement sa place à Barcelone. Emma fut bien surprise par l'enthousiasme de son père, de qui elle s'attendait à tout sauf à ce « on pourra probablement entendre ça depuis notre chambre ». Remarque qu'en Chine, il n'aurait pas prononcé sous la torture, et cela même après son revirement au sujet d'une manifestation qu'il continuait à si cordialement détester qu'il n'aurait jamais voulu d'un appartement à portée de voix d'une place ou d'un square, fréquenté soir et matin par des vieillards aimant danser et chanter. Mais le fait est que si les premiers chrétiens se réunissaient dans des catacombes pour prier, ce qui était assez commode pour qui leur réservait un mauvais sort, les Chinois prêchant leur sinité à l'étranger étaient extrêmement discrets et, en dehors de leurs Chinatowns, difficiles à repérer. Aussi Guérand se réjouissait-il de savoir qu'il trouverait une grande partie des Chinois de Barcelone, du moins les plus vieux, sur une ou deux places du centre-ville et en une seule soirée. Par un curieux renversement de situation, Emma, tout en faveur fut-elle en Chine des danses de place, s'entendit émettre des réserves concernant la valeur de la musique sur laquelle dansaient les vieux Chinois. « Ne trouves-tu pas, demanda-t-elle, que cette pauvre musique s'exporte mal, ou du moins qu'elle fait de l'ombre, une mauvaise ombre, à la bonne musique chinoise ?» De la même manière, argua-t-elle, son regard parcourant le menu du café à la recherche de quelque chose à boire, que tu as renoncé en Chine au baiser sonore qu'il faut donner et recevoir dans ton pays à tout bout de champ, les Chinois devraient renoncer à ces tubes qui ne me dérangent pas en Chine, mais qui sonnent extrêmement faux et comme déplacés dans un contexte méditerranéen. Guérand n'objecta rien, mais tenta un de ces baisers sonores desquels en Chine il s'abstenait et que, bien qu'elle en eût perdu l'habitude, elle esquiva adroitement. Lui demandant alors si elle n'avait rien trouvé de plus traditionnellement espagnol que la boisson sur laquelle s'était arrêté son doigt, il lui paria que, loin de danser sur les mêmes airs abracadabrants que sur les places de Chine, les grands-mères, qu'il comptait bien faire beaucoup parler d'elles ce soir, se déhancheraient sur de bons vieux chants d'antan, patriotiques et révolutionnaires. Même si patriotique et révolutionnaire ne collait pas exactement aux airs qu'elle avait en tête, Emma ne protesta pas,
Mais lorsque Guérand conclut qu'il savait d'ores et déjà où et à quoi se passerait leur soirée, elle ajouta, pour lui rappeler que rien n'était jamais certain, « Si l'on n'est pas vaporisé par l'empire du mal avant la fin de l'après-midi, papa. » Comme à l'époque, pas si lointaine que la formule ne revint pas encore de temps à autre dans la bouche de Guérand, où des grands catons de carton-pâte proféraient sans arrêt, aux États-Unis, qu'il fallait détruire Pékin. Guérand, sourire béat de celui à qui l'on rappelle qu'une prophétie de malheur ne s'est pas vérifiée, objecta que Barcelone était très loin de Pékin et que jamais les États-Unis n'auraient atomisé une des plus belles cités de l'Occident coalisé. Sans doute, mais c'était avant, répondit Emma, avant que l'Est et l'Ouest ne fissent stratégiquement plus qu'un aux yeux des pires représentants de l'Occident déchu. Avant, quand un drame, un vrai, beau, grand drame, frappait l'Eurasie, la partie qui se croyait épargnée, qui ne se sentait pas atteinte, pas concernée, disait « Et alors, est-ce que ça me regarde, ce qui est arrivé à l'autre côté du continent ?» C'était tantôt l'Ouest et tantôt l'Est qui ne pleuraient que d'un œil les malheurs de sa moitié. Aujourd'hui, que quelque chose arrive d'un peu désastreux, les deux côtés crient un bon coup ensemble, puis se remontent comme les manches d'une même chemise. Et si par accident il faut pleurer, c'est à pleins yeux. Secoués par le rappel de l'immonde danger ayant longtemps plané au-dessus de leur vie, la sienne, celle de LP et celle de sa fille, mais séduit juste après par la rassurante mise au point, Guérand regarda s'éloigner celle pour qui, par-dessus tout, pendant plusieurs années, il avait tant craint tous les jours que tout put en un clin d'œil s'arrêter. Il se plut à imaginer l'Est et l'Ouest comme deux jumeaux siamois attachés par le flanc et parvenant à mener des vies différentes, bien que complémentaires. « Un coca alors? La boisson des vaincus, tu es sûr ?» cria-t-il, mais pas assez fort pour qu'Emma, marchant d'un pas résolu vers la fontaine des Trois-Grâces, pût encore l'entendre. Dans un instant, elle se retournerait vers lui et, tellement plus important que de la taquiner au sujet d'une quelconque boisson, il reproduirait pour elle, avec les Trois-Grâces, la photo qu'elle avait déjà en compagnie des splendides cariatides du Parthénon. L'estomac lesté d'une samfaïna de bacalao, une soupe de cabillaud, qui leur donnerait l'assiette parfaite, ni trop lourde ni trop légère pour la soirée, père et fille se dirigèrent de la Plaça Catalunya, où les avait menés leur nez pour les belles perspectives, à la Plaça Real, où les attendait une orgie de musique un peu trop grasse et de chinois. Ni patriotiques ni révolutionnaires les airs, protesta Emma, en faisant mine de faire marche arrière lorsque, d'assez loin déjà, car avec ses hauts murs de pierre la place faisait caisse de résonance, ils entendirent venir à eux les premiers accords. Au lieu de se couler, comme c'eût été le cas sur des murs lisses et droits, les notes se brisaient aux angles des ruelles étroites et arrivaient en piteux état aux oreilles d'Emma et de son père. Pour les deux marcheurs, un peu moins pressés d'arriver maintenant, c'était comme de remonter une veine pour aller chercher au cœur un oxygène dont ils avaient besoin, qui serait propice à la vitalité de leur soirée, mais dont ils savaient d'avance qu'il était quelque peu impur et vicié. Ils avancèrent néanmoins, étrangement contents de l'appel de cette musique plutôt criarde, quoique familière, qui les repoussait tous deux comme l'eau d'une rivière repousse les poissons la remontant d'instinct. N'eût été l'étonnant décor de Moyen-Âge épuré, ils auraient pu se croire de retour en Chine, dans la ville où, tous les soirs, à l'exception du vendredi, car le vendredi Emma revenait vers 4 heures de l'école avec LP, il débouchait sur la place par laquelle le chemin de la maison passait et où, annoncé par un ramdam qui s'étendait aux rues voisines, la danse des impénitentes Esmeraldas d'Extrême-Orient battait son plein. À la dernière croisée avant la place, ils tombèrent derrière 2 imposants dos de policiers remplissant presque la venelle à avancer épaule contre épaule en direction du chahut. « Ça va parter !» murmura Emma, traînant les pieds pour mettre de la distance avec les représentants de l'autorité, plus que pour retarder l'arrivée à l'épicentre de la musique de bastringue. À quoi Guérand répondit que, pour ses oreilles du moins, ça bardait déjà. Il se montra pourtant soudain très pressé quant à lui d'arriver, ne voulant pas manquer
l'incident diplomatique que l'éruption de la Guardia Urbana au milieu des danseuses chinoises allait selon lui provoquer, il tira un peu trop fort sa fille par la manche pagode de son chemisier brodé, ce qui pour Emma constitua le véritable incident et, indépendamment de ce qui allait arriver sur la place, une réelle atteinte à la sensibilité proprement chinoise qui se dégageait du choix de ses vêtements. Le bruit de déchirement fut tel qu'il recouvrit un court instant la musique, et si celle-ci ne s'en trouva pas lésée, au contraire, elle continua à déchirer l'air comme devant, il obligea Guérand, pendant qu'il tentait de réparer ce qui pouvait l'être, et de convaincre Emma que, bien que légèrement abîmé, le chemisier ne s'en ressentait pas, à regarder filer les policiers. Même dépourvus d'armes, pouvant entraîner directement la mort, leur uniforme noir et jaune arborait sur le côté, accroché à une ceinture de cuir, la longue matraque avec laquelle beaucoup de mal pouvait encore être administré. Les crépitements des walkie-talkies balançant à la ceinture au rythme des inquiétants bâtons furent interprétés par Guérand comme le signe que des renforts convergeaient vers la place, depuis les autres zigzagantes venelles y conduisant. Emma se laissa persuader que les dégâts occasionnés par la muflerie de son père n'étaient pas si graves qu'il lui fallut rentrer enfiler un habit qui aurait été de toutes les manières moins élégant. Elle prit toutefois le temps de déplorer la perte du dernier vêtement proprement chinois, hormis quelques nippes de type chaussettes et sous-vêtements qui se voyaient moins, ayant fait le grand tour avec elle depuis le commencement. Ce fut comme de dire au revoir à une époque de sa vie vestimentaire avant que celle-ci ne tombe en lambeaux. Si bien qu'un temps précieux s'écoula entre le moment où le noir et jaune des uniformes policiers atteignit la place et celui où les poursuivants purent constater l'effet qu'il y avait produit. Ici, pour diffamer Guérand, il suffirait d'imaginer que, pendant qu'il poussait Emma à avancer, en évitant à tout prix d'encore les froisser, elle et son chemisier, il put espérer qu'à proximité de la fontaine des Trois-Grâces, quand enfin il pourrait l'apercevoir, coulerait le sang de 2 ou 3 matrones chinoises que les policiers, entrés à leur manière peu élégante dans la danse, auraient matraquées selon un rythme bien à eux. Si rien ne serait plus éloigné de ce que Guérand souhaita sur le moment, il ne saurait toutefois nier qu'il fut étonné que la place, nonobstant le tintamarre, fût aussi calme qu'il la trouva. Une vingtaine de femmes, qui se trouvaient être chinoises, dansaient en son centre sur des chansons chinoises. Une vingtaine de paroles par chanson, pour ainsi dire une par danseuse, c'étaient des chansons très simples. Tandis qu'autour et sous les arcades circulaient des gens qui, pour la plupart, se trouvaient être des Espagnols parlant catalan. Comparé au flegme des policiers, appuyés à la vasque dans laquelle 3 femmes aux opulentes chairs de bronze s'égayaient, la manche déchirée des mains, seule preuve matérielle de violence envers la Chine, donnait à Guérand le mauvais rôle. Le désir d'être témoin de l'histoire lui avait de nouveau joué un tour. Pour s'être dit « Je suis arrivé en Chine 12 ans après les événements de la place Titi. Je ne vais pas rater pour 12 secondes les événements de la place Réal. » Il se sentait à présent revêtu de l'habit sombrement lumineux qui désigne aux yeux de tous l'agresseur présumé. Continuez sans moi.